Le mot le plus compris dans le monde est OK. Le second est Coca-Cola. Je ne regarde pas, je reste chez moi et profite du moment Coca-Cola. La société Coca-Cola est énorme. Elle vend 2,2 milliards de portions de ses boissons chaque jour. Un pourcentage significatif de toutes les boissons que les humains consomment chaque jour appartient à une seule entreprise. Pour vous donner une idée de l'ampleur, les revenus de la société Coca-Cola provenant de ses 200 marques de boissons sont 2 fois supérieurs à ceux de Pepsi.co. Plus de la moitié des revenus de Pepsi vient des snacks et gourmandises, pas des boissons. La société Coca-Cola est 4 fois plus grande que son concurrent le plus proche. L'entreprise est présente dans pratiquement tous les pays, sauf la Corée du Nord et Cuba, et possède un portefeuille de marques dans chaque grande catégorie de boissons. En résumé, Coca-Cola domine le marché des boissons. Dans cette vidéo, vous apprendrez pourquoi il était d'abord vendu en pharmacie, pourquoi Warren Buffett continue d'acheter plus d'actions, et comment ils ont dépensé des dizaines de milliards de dollars pour amener le monde à boire leur recette secrète d'eau sucrée. Nous buvons environ 5 canettes de 35 cl par jour, soit près de 700 calories. Et je fais ça plus ou moins toute ma vie. Je ne peux pas imaginer quelqu'un qui se sente mieux que moi. Parmi les entreprises les plus puissantes, Coca-Cola domine largement. Elle a été inventée il y a 137 ans. En 1886, un chimiste nommé John Pemberton, basé à Atlanta, en Géorgie, cherchait à percer sur le marché des médicaments brevetés. Le marché non réglementé des boissons médicinales était en plein essor, et le préféré de Pemberton, le Vin Mariani, contenait une bonne dose de vin et de cocaïne. Pemberton a créé une boisson avec extrait de feuilles de coca pour la cocaïne, noix de cola pour la caféine, sucre et eau gazeuse. Son comptable l'a aidé à l'appeler Coca-Cola. La boisson de Pemberton frappait plus fort qu'un four locaux de la fin des années 2000, mais à l'époque, c'était un produit banalisé. De nombreux toniques à base de céréales et élixirs très addictifs existaient déjà dans leurs recettes, comme Pepsi Cola, créé 7 ans après. Mais Pemberton n'a pas su bâtir une entreprise solide. Il est mort en 1888 après avoir vendu l'entreprise à Asa Candler pour quelques milliers de dollars. Candler a également racheté les parts des autres actionnaires, forgeant peut-être quelques documents au passage. Et c'est grâce à Candler que cette bouteille a une quelconque signification pour vous. Il ressemblait à Ray Kroc, qui a racheté la franchise de restauration rapide des frères McDonald et a préparé le terrain pour l'une des plus grandes marques de consommation au monde. Candler a misé sur la publicité, clé du secteur des sodas. Car, comme dit plus tôt, c'est un produit banalisé lorsque tous ses ingrédients sont des matières premières. Cela représente à la fois un problème et une opportunité. Le problème, c'est que là, chez Lam, c'est que la concurrence est forte. Aujourd'hui, tout le monde peut écrire des articles avec l'IA ou faire du dropshipping depuis Alibaba. À l'époque, ce n'était pas si difficile de mélanger un peu de sucre, de l'eau gazeuse et des arômes. Mais le produit banalisé est aussi une opportunité, puisque vos intrants sont des produits de base. Il y a plein de façons d'obtenir du sucre et de l'eau. Vos fournisseurs n'ont pas de pouvoir sur les prix. Vous pouvez simplement aller dans la rue et obtenir votre sucre ailleurs. Donc si vous pouvez efficacement construire une marque à partir de vos intrants de base, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. C'est ce qu'a fait Asa Candler. Il a commencé par aller dans autant de pharmacies d'eau que possible et à offrir aux clients un coupon gratuit pour du Coca-Cola. C'était le marché parfait. Ses clients avaient déjà des maux et étaient déjà prêts à dépenser de l'argent pour des remèdes. Ajoutez à cela que c'est une substance addictive. Ce n'est pas très différent de la famille Sackler qui a promu les opioïdes en Amérique rurale dans les années 2000. Les revenus ont vite augmenté, mais le marché des malades posait 2 problèmes. Les malades vivent moins longtemps et beaucoup ne boivent pas encore de coca. Candler n'a jamais compris cela. Il a quitté Coca-Cola pour devenir maire d'Atlanta.
Et c'est la prochaine équipe de dirigeants qui devait trouver comment transformer sa boisson en une boisson agréable pour tout le monde. Ce n'est qu'en 1929 que Coca-Cola a effectivement retiré la cocaïne des feuilles de coca, utilisées pour produire sa boisson. C'est aussi l'année de la Grande Dépression, en 1929. La santé financière s'effondre et le marché boursier surévalué plonge dans une grande dépression. Corrélation ou causalité? Je vous laisse en décider. Pendant la dépression, Coca-Cola est au demeuré un luxe abordable, aidant les gens à surmonter les moments difficiles. Et avec la cocaïne retirée, la société de boissons a commencé à cibler les enfants dans ce que les dirigeants appelaient une stratégie du berceau à la tombe. Accrochez les jeunes et ils deviendront des buveurs de Coca-Cola à vie. Dans les années 1930, Coca-Cola a utilisé le Père Noël dans ses publicités avec des illustrations de Haddon Sundblom. Ces publicités représentaient le Père Noël comme un personnage jovial en costume rouge, ce qui tranchait avec l'attitude plus sévère et jugeante qu'il avait auparavant. Historiquement, cette campagne a eu un impact culturel si important qu'elle a changé l'image traditionnelle du Père Noël que les gens avaient en tête. Les anciennes représentations montraient tôt le Père Noël en vert et moins rond. Les années 30 ont aussi été la décennie où Coca-Cola a commencé à miser sur les recommandations de célébrités. Cela a commencé avec Clark Gable. Dans les années 50, il travaillait avec Elvis et Marilyn Monroe. Le but était d'associer le soda à la jeunesse, au glamour et au statut. C'était novateur à l'époque, et comme c'était relativement nouveau, c'était extrêmement efficace. Cela a également jeté les bases du phénomène actuel des célébrités qui possèdent leur propre marque. Coca-Cola a repoussé les limites du marketing jusqu'au milieu du siècle et, dans les années 1960, a créé une équipe interne de données. C'était une période où la prise de décision basée sur les données dans le marketing n'en était encore qu'à ses débuts. Ils ont lié les ventes aux indicateurs marketing pour mesurer l'efficacité de leur campagne publicitaire. En analysant, l'équipe pouvait déterminer quelle campagne trouvait un écho auprès des consommateurs et stimulait pour les ventes. Aujourd'hui, cela semble évident, mais avant Internet et les ordinateurs bon marché, ce processus était très manuel et demandait un investissement important. Cet investissement a permis à Coca-Cola de mieux choisir ses achats médias, développer ses produits et cibler divers segments du marché. Les données leur ont également indiqué que le placement de produits était très efficace. En 1982, Coca-Cola a acquis Columbia Pictures afin d'intégrer verticalement ses produits et ses connaissances en marketing dans le secteur du divertissement. Ils ont poursuivi cette acquisition en créant TriStar Pictures, une coentreprise avec CBS et HBO. Coca-Cola apparaît ainsi dans plusieurs films emblématiques des décennies suivantes. SOS Fantôme et Karate Kid au milieu des années 80, puis Jerry Maguire et Men in Black dans les années 90. Ils ont vendu le studio à Sony, mais leur impact culturel reste incontestable grâce à ces actions. Très bien, en enregistrant, j'ai appris que Anna n'avait jamais goûté de coca. On va lui en faire goûter pendant ma lecture triste. Santé. Buffett adore les grandes marques parce qu'elles génèrent d'excellents profits. J'aime les marques formidables. Il faut en prendre soin et pour prendre soin d'une grande marque, vous savez, c'est pour toujours. Coca-Cola avait percé le secret pour vendre d'énormes volumes d'eau sucrée avec une forte marge. La Fur a constamment maintenu des marges brutes de 60% pendant des décennies. Cela signifie que fabriquer et distribuer $1 de Coca-Cola ne coûte que 40 centimes. Un pourcentage significatif des 60% restants sera consacré au marketing et à d'autres coûts associés à la gestion d'une entreprise, comme le juridique, l'administration et d'autres choses de ce genre. Ils génèrent aussi d'importants flux de trésorerie et versent des dividendes à leurs actionnaires. À grande échelle, tout cela s'améliore nettement. Coca-Cola a transféré l'essentiel de sa production vers des pays à bas coût, comme le Guatemala, l'Indonésie et l'Inde. C'est le plus grand acheteur de sucre au monde, ce qui lui permet d'obtenir cette matière première, déjà bon marché, à des prix encore plus bas grâce à son pouvoir d'achat. Mais il y avait un problème et une opportunité qui ont nécessité une évolution de la société Coca-Cola.
Dans les années 60 et 70, alors qu'ils étudièrent le marché, des recherches ont révélé un lien entre excès de sucre et problèmes de santé. Cela a atteint son paroxysme avec la publication d'un livre, Borotondularheit et Tranissant Amusel, pur blanc et mortel, par le nouveau nutritionniste britannique John Yudkin en 1972. Le livre soutenait qu'une forte consommation de sucre était liée aux maladies cardiaques et au diabète. Coca-Cola a choisi de ne pas se concentrer sur le démenti de ces affirmations et a, en fait, amplifié la peur du sucre auprès du grand public, créant ainsi un effet Streisand. Ils ont plutôt vu une opportunité d'élargir leur marché. Le soda était un énorme marché. En posséder une grande part rapporte beaucoup. Mais savez-vous ce qui dépasse encore le marché du soda? Le marché entier des boissons. Aujourd'hui, Coca-Cola possède la part de marché la plus importante des boissons dans le monde et réalise un chiffre d'affaires 4 fois supérieur à PepsiCo. Elle domine largement Nestlé et Unilever sur les boissons, tandis que Dr Pepper n'est concurrent qu'à moitié. Ils produisent aussi beaucoup de café, mais restent 10 fois plus petits que Coca-Cola. Le succès de Coca-Cola, Diet Coke et Coke Zero est la clé de cet avantage. L'entreprise a également été un acquéreur agressif de marques dans le but de se diversifier dans l'industrie des boissons. Tout a débuté en 1960 avec l'achat de Minute Maid, leader des jus incluant Hi-C. Simultanément, Coca-Cola a lancé la marque Fanta cette même année. Dans les années 1980, ils ont lancé Powerade pour concurrencer Gatorade sur le marché des boissons pour sportifs. Ils ont accumulé du retard pendant des années avant d'être dépassés par Body Armor, qu'ils ont racheté en 2021 pour 5,6 milliards de dollars. Ils ont acquis Barq's Root Beer en 1995 et les droits hors États-Unis de Cadbury Schweppes en 1999. Ils ont également lancé la marque d'eau Dasani en 1999. Depuis le début du siècle, ils ont acquis Golden Peak Tea, Vitamin Water, Smart Water, Honest Tea, Topo Chico, Fairlife Milk et Costa Coffee. Ils ont également lancé la marque Simply Juice. Toutes ces marques explosent après leur acquisition. Parce que Coca-Cola a le meilleur réseau de distribution parmi les entreprises de biens de consommation. Ils ont 30 millions de clients, ce ne sont pas des gens qui achètent comme des boissons, ce sont 30 millions de détaillants qui achètent des produits Coca-Cola et les vendent à leurs propres clients. En 2020, leur portefeuille dépassait 500 marques. Et comme tout bon bodybuilder le sait, parfois il faut prendre de la masse et d'autres fois il faut sécher. Impossible d'avoir 500 marques de boissons sans quelques doublons dans votre portefeuille. De plus, une telle diversité complique vraiment la concentration des efforts, même pour une entreprise de 100 milliards de dollars. À la mi-2020, l'entreprise a annoncé la réduction de moitié de son portefeuille, arrêtant Tab, Zico Coconut Water et Odwalla. C'est pareil pour 2 boissons régionales, Great Neck Northern Ale de Virginie et Delaware Punch. Honesty a été vendu pour mieux se concentrer sur Golden Pit. La société Coca-Cola voulait se focaliser sur ses marques gagnantes et supprimer celles sans potentiel d'atteindre 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Mais ce n'était pas la seule opération de restructuration financière que l'entreprise avait récemment réalisée. Ils ont également séparé leurs activités d'embouteillage en sociétés distinctes. Historiquement, Coca-Cola était passée par des périodes où elle possédait des activités d'embouteillage, et d'autres où elle sous-traitait ce processus à des partenaires. Et d'une certaine manière, cela a du sens. Bâtir des marques exige un marketing intense, compétence essentielle que Coca-Cola doit absolument préserver. L'embouteillage de la recette est un processus industriel lié à la logistique. C'est un autre cercle de compétences et aussi moins rentable pour Coca-Cola d'investir en marketing. Elle offre un retour sur investissement élevé. Mais construire et maintenir un réseau de fabrication et de distribution nécessite beaucoup plus de capital pour faire fonctionner les installations, les camions et une fonction RH. Ça engloutit de l'argent. L'embouteillage étant local, Coca-Cola collabore souvent avec un grand actionnaire familial. Ces entreprises sont sollicitées pour leur connaissance du marché local, leur capacité d'innovation autour des marques et leur meilleure compréhension des exigences en matière de droit d'accise, évolution de la distribution, de la réglementation et des préférences des consommateurs.
Mais Coca-Cola détient souvent encore 20% de ses actifs et siège à leur conseil d'administration. Ils recueillant des informations sur le terrain pour orienter leurs opérations internationales. Ils apprennent des meilleurs embouteilleurs dans certaines régions, acquièrent ce savoir-faire et le transfèrent ailleurs. Séparer les opérations d'embouteillage a aussi un avantage plus cynique. Coca-Cola a rencontré des problèmes juridiques en Colombie. Les employés des usines d'embouteillage ont tenté de se syndiquer, mais des intimidations envers les organisateurs ont terni l'image de Coca-Cola. Quand cela s'est aussi produit au Guatemala, ce schéma est devenu lié à la plus grande entreprise de boissons mondiale. Mais maintenant, si une entreprise locale d'embouteillage est accusée d'acheter des politiciens ou de réprimer les efforts de syndicalisation, Coca-Cola peut lever les mains et dire « ce n'est pas nous ». Nous ne savons pas ce qui se passe sur le terrain avec nos partenaires, nous faisons juste la promotion de l'eau sucrée, les gars. Mais le plus fou, c'est que, malgré leur taille et tout ce dont nous avons parlé, la société Coca-Cola continue de croître. Coca-Cola dépense 3 fois plus que Pepsi en marketing, et si vous excluez leurs snacks, ce chiffre grimpe à 4 fois ou plus. Le système Coca-Cola génère plus de 150 milliards de dollars de ventes. Malgré tout, année après année, elle affiche une croissance régulière à un chiffre, et il existe encore des opportunités de croissance à l'horizon. La plus grande entreprise de boissons commence à peine à explorer le secteur de l'alcool, lançant des canettes Jack et Coke en partenariat. Après, ce sera Absolut Vodka et Sprite. Le principal risque pourrait être Ozempic. Si le sémaglutide réduit les envies de sucre et aide à perdre du poids, cela pourrait nuire à Coca-Cola. Nous pourrons en parler dans une prochaine vidéo. Sauf événement extrême, Coca-Cola restera l'une des meilleures entreprises à croissance composée de l'histoire des affaires. Merci d'avoir regardé.